Marie d'être là avec moi pour me parler d'un sujet tellement important, les violences dites éducatives ordinaires à table. Avec plaisir pour parler de ça. Et effectivement, c'est un sujet touchy, je pense. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ces violences dites éducatives ordinaires qui se déroulent à table ? Alors, tu as les violences physiques, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des parents tenir les bras de l'enfant pour le faire manger, d'accord, ou toute autre personne. Donc ça, c'est la violence physique qu'on va avoir directement sur l'enfant pour lui faire ouvrir la bouche. Après, tu as les pressions. Par exemple, un bébé qui ne veut pas boire au biberon et que tu vas venir stimuler intensément, tu vois, comme ça. On est sur un terme d'agression, de violence. Je ne savais même pas. Parce que quel est le but ? C'est qu'ils mangent. Alors attention, elles peuvent être faites dans une... C'est dur de dire ça, mais une bonne intention. Dans le sens où, tu vois, ce bébé n'arrive pas à manger, donc j'essaye. Mais ça va être violent au bout d'un moment sur le bébé, effectivement. Et après, tu vas avoir le stress et la punition. Si tu manges pas, tu vas dans ta chambre. Si tu manges pas, t'as pas de dessert. Si tu manges pas, tu auras une fessée. Si tu manges pas, tu vas au coin. Enfin, on a toutes ces violences-là qui existent aussi. Et après, tu as tout le chantage affectif. Mange, c'est moi qui l'ai fait, c'est maman qui l'ai fait, fais plaisir à maman, tu dois être gentil avec moi, l'adulte qui dit tu dois écouter, fais plaisir à grand-mère, elle a passé du temps. Enfin, tu vois, tout ce chantage un peu affectif, si tu manges pas, je vais être triste, qui va faire que l'enfant ne mange pas, ne répond plus à la faim et la satiété, mais répond aux besoins de l'autre qui joue avec l'affect. Le problème des violences dites éducatives ordinaires à table, en plus que ça soit des violences sur l'enfant, c'est que ça vient dérégler des choses ? Absolument. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le bébé, dès sa naissance, il est capable d'avoir la faim et la satiété. Et d'ailleurs, on le voit très bien au sein. C'est-à-dire, au sein, t'as pas une jauge qui te dit combien ton bébé a pris. D'accord ? Sur quoi tu t'appuies ? Sur lui. C'est-à-dire que tu es connecté à lui, tu es connecté à tes sensations internes. Et donc, quand tu vois ton bébé dans une certaine position, dans une certaine détente, tu vas te dire, OK, il a assez mangé et là, c'est fini. Et en fait, tout bascule quand arrivent les quantités. Et notamment, tu vois, quand on donne le biberon, il y a des quantités sur la boîte. Et du coup, tu te dis qu'à 6 mois, il doit prendre 110 millilitres ou 120 millilitres 4 fois par jour. Donc, au lieu de continuer à te connecter à ton bébé qui t'envoie les mêmes signaux qu'en sein, tu vas plus le regarder. Tu sais, tu vas avoir ce geste, souvent je le montre, alors je vais vous le décrire, où du coup, tu regardes le biberon, tu te dis « Ah, il a bu que 80 » et tu réessayes de lui donner. Voilà. Alors qu'il est en train de te dire la même chose qu'il t'a dit peut-être avant au sein, c'est-à-dire 40, ça me suffit pour l'instant. D'accord ? Je reprendrai dans 2 heures si tu veux bien. Et donc là commence en fait cette idée que l'enfant doit finir son biberon, doit finir son petit pot. Et quand il te montre les premiers signes de refus, toi, tu vas utiliser des distractions, genre je berce le bébé avec le biberon pour le faire manger, ou l'avion, ou tu vas mettre un jeu à table, ou tu vas lui raconter une histoire, les 3 petits cochons ou quoi que ce soit, en fait, pour distraire son attention et continuer à lui donner à manger. Donc, en gros, tu dis à son cerveau, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Moi, je veux que tu manges. Donc, arrête d'envoyer des signaux de satiété. On s'en fout. Donc, le cerveau, au bout d'un moment, il t'envoie plus les signaux de satiété non plus. Donc, on se retrouve avec des enfants qui ne mangent plus par faim, mais par devoir, obligation. Distraction. En fait, on détourne leur attention, on les force. Et tu sais, au bout d'un moment, quand ils voient qu'il n'y a pas d'autre fuite que d'ouvrir la bouche, tu ouvres la bouche, en fait. Donc, on va mettre en place des comportements, en fait, chez l'enfant, où il va être soit dans une grande résilience à ouvrir la bouche et à manger un peu comme un robot, soit il peut mettre en place des stratégies de combat, de fuite très fortes, qui vont aussi laisser place lors des repas à un bras de fer, quoi. Quand on use de ces techniques-là pour faire manger les enfants qui sont des violences, on voit quand même qu'ils mangent. Donc, ça envoie un mauvais signal aussi, peut-être aux parents, non ? Si, complètement. Ça envoie un très mauvais signal. Mais c'est là où il faut se rappeler, je ne sais pas si tu connais, mais les réponses au stress. Tu as plusieurs réponses au stress. Tu peux avoir le combat. C'est-à-dire qu'effectivement, tu es stressé. Et donc, tu vas te mettre à combattre contre la chose en fait, qui t'amène un inconfort ou un danger. Ensuite, tu peux être
dans la fuite, c'est-à-dire que tu vois quelque chose, si on prend l'exemple du lion, tu vois, je viens de long, je me barre. D'accord, c'est plutôt donc en fait c'est des actions qui vont te permettre de te sauver, de te mettre en sécurité. Donc c'est ce qui va se passer quand l'enfant est soumis à une violence à table aussi. Ensuite tu as l'enfant qui va être figé. Donc des fois tu sais l'enfant où ils te disent il finit par manger, d'accord, mais c'est une genre de voilà il est figé, il reste là-dedans. Et après, tu as aussi cette dissociation, c'est le niveau du stress très fort aussi, où l'enfant va complètement dissocier de ce moment-là. Il va quasiment plus exister ce moment pour se protéger, comme quand on a des grosses violences en fait et qu'on squeeze et que même le cerveau oublie, tu vois, ces violences. Et donc, on se rend compte qu'en alimentation, l'enfant va déclencher différentes réponses au stress, qui sont les mêmes réponses que si tu allais te faire bouffer par un lion, tu vois. Donc, il y a vraiment un danger qui est perçu par l'enfant. Et il va mettre en place une réponse. Et c'est vrai que s'il est dans la réponse où il va finir par manger, parce que en fait c'est sa seule solution, on a cette sensation de « Oh, ça marche !» D'accord ? Il a compris. Mais j'aimerais qu'en tant que parent, si vous écoutez, ou même en tant que professionnel, on s'interroge sur aujourd'hui, nous, comment on mange. C'est-à-dire que quand vous mangez, est-ce que vous prenez plaisir à manger ? Est-ce que vous arrivez à manger en pleine conscience ? Est-ce que vous arrivez à terminer votre assiette ? Ou au contraire, est-ce que vous êtes obligé de terminer votre assiette malgré que vous n'ayez plus faim ? Il y a des gens qui vous disent moi, vraiment, je mange jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans mon assiette. Parce qu'on m'a appris qu'il fallait finir son assiette. Et donc, il faut vraiment s'interroger sur notre rapport avec la nourriture, ce qu'on n'a pas très envie de faire des fois. Donc, pour se rendre compte qu'à long terme, même si ça a marché, j'aime pas dire ça, à court terme, les conséquences à long terme vont être dramatiques. C'est quoi les conséquences finalement au long terme ? Alors, on peut avoir des enfants qui vont avoir une alimentation, enfin des adultes qui vont avoir une alimentation déréglée. C'est-à-dire que quand il n'y a plus personne qui te force, tu manges ce que tu as envie. Et puis, tu peux manger des choses, justement, reprendre des choses qui sont plus simples pour toi et qui t'ont laissé des émotions plus positives. C'est-à-dire que si tes parents n'avaient pas à te forcer sur, je dis n'importe quoi, les nuggets frites, mais sur les légumes, qu'est-ce que tu fais quand tu deviens un adulte dans ton appartement ? Tu vas récupérer les aliments qui ont des émotions positives et pas celles qui ont des émotions... Pas les légumes, quoi. Non, tu vas pas récupérer les légumes. Donc, tu vas te créer un panel alimentaire qui peut être problématique pour ta santé, puisque ça peut être des aliments ultra transformés. Je dis ultra transformés parce que ces aliments, ils sont plus constants. Ton tuc, il a toujours le même goût, toujours la même résistance, toujours la même croustillance, tu vois. Sauf si tu le laisses à l'air libre. Et là, d'ailleurs, tu vas pas finir ton paquet, tu vois. Donc, tu vas aller vers des aliments qui sont plus stables. Et donc ça va après se revoir dans ton alimentation quand tu n'as plus personne pour te forcer à table. Donc, tu n'as pas développé, en fait, un lien avec cette alimentation fonctionnelle qui va être stable et qui va être équilibré, j'ai envie de dire. Ensuite, tu peux avoir des enfants ou des futurs adultes plutôt qui peuvent avoir des boulimies, donc être dans certains aliments, passer dans des alimentations émotionnelles aussi, ou avoir des anorexies aussi. Et puis, tous ces carences nutritionnelles qu'on peut avoir aussi, parce que on n'arrive pas à avoir un panel alimentaire varié. Ça peut être des restrictions sociales. Donc, ne pas réussir à aller au restaurant. Donc, j'ai envie de dire que si tu manges que des pâtes parce que tu t'es réfugié dans les pâtes à un moment donné, ça peut être plus compliqué aussi d'avoir une vie sociale, d'avoir des amoureux, de pouvoir partager ces moments-là. Donc, il peut y avoir des conséquences dans plusieurs domaines pour cela, et sans qu'on en ait forcément trop conscience. Les parents qui utilisent des violences dites éducatives à table, c'est dans le but de faire manger l'enfant parce qu'ils ont peur. De quoi ? Il y a cette genre de pression qu'on te met quand même assez tôt sur le poids et qui reste présent parce qu'effectivement, la croissance de ton enfant doit être harmonieuse, il doit bien se développer. Et souvent, cliniquement, ce que je remarque, c'est que quand les parents consultent en disant j'arrive pas à lui faire manger tel ou tel, on leur dit il va bien finir par manger ou forcez-le. Ça peut être quand même des choses qu'on retrouve même chez les professionnels de santé. On va pas faire l'autruche là-dessus quand même. Donc les parents, en fait, quand tu es seul face à ton enfant qui mange pas, que peut-être de façon, dans ton éducation, on t'a appris à faire comme ça, et que tu penses que ça a marché pour toi, tu vas le reproduire, en fait. En gros, 1, on te donne pas d'autres outils, et 2, en fait, il y a que tes expériences qui vont permettre de te dire ça a fonctionné, donc je le refais. Vu qu'on a peur que nos enfants ne mangent pas assez, qu'on les force à manger, etc., qu'on est encore dans cette culture-là en France et dans d'autres pays aussi,
Est-ce qu'on peut faire le clair sur ce qui doit alerter un parent au niveau de l'alimentation pour être un peu plus relax à table? Alors, déjà, que l'enfant ait des fléchissements alimentaires dans son développement... Fléchissement, ça veut dire quoi? C'est en gros qu'il va moins manger, plus manger, c'est normal. Et d'ailleurs, moi, souvent, j'interroge l'adulte. Je dis, est-ce que tu as faim tout le temps? Pareil. Tu vois, un bébé, tu veux toujours qu'il mange son petit pot de 80 grammes. Mais en fait, est-ce que toi, tu as toujours envie de manger pareil? Non. Donc, interrogez-vous aussi en tant que parent, en vous disant, bah là, ok, il a moins faim. Bah, tu veux pas manger ce soir ou ça t'intéresse pas? Bah, ok. Parce que tu vois, il y a aussi le travers de se dire, ton enfant veut pas manger, donc tu vas lui sortir les coquillettes jambon en disant, bah, comme ça, au moins, il aura un truc dans le ventre avant de se coucher. Mais c'est pas grave. Si, en fait, il a moins mangé ce soir, il peut y avoir une récupération derrière. Et tu vois, c'est ce que je te disais aussi souvent, c'est qu'on va lister sur 15 jours. Oui, lisser tout ce qui a été mangé, mais pendant 15 jours. Pour avoir du recul. Oui, parce que tu peux avoir un fléchissement d'une journée, tu peux avoir moins faim. Et souvent, quand on liste avec les parents ce qu'il a mangé sur 15 jours, les parents vous disent, ah bah c'est moins pire que ce que je pensais. Bah oui, parce que quand tu es sur un refus de 3 jours, par exemple, bah, ils arrivent en consultation. Si la veille, il a très mal mangé, les parents vont me dire c'est une cata. S'il a bien mangé la veille, ils vont me dire ah bah ça va mieux. Tu vois, parce que en fait, tu restes toi sur une émotion qui est très différente. Donc, en listant un petit peu sur 15 jours et en se disant bah voilà, on va lisser un peu ses apports, on se dit ah bah tiens, ça va quoi. Et là, tu vois, c'est là où une diététicienne est vachement importante aussi parce qu'elle va permettre de rassurer les parents s'ils ont besoin d'être rassurés sur la prise alimentaire, sur les nutriments, sur les calories, et leur dire voilà, c'est OK. Puis, on a aussi ces petits mangeurs qui picorent. Alors, c'est pas du grignotage. C'est qu'ils ont besoin de peut-être plus de 4 repas par jour pour manger la même quantité que le ferait un autre enfant sur 4 repas. Et c'est OK aussi. Mais nous aussi, finalement, on le fait des fois de fractionner nos repas, de pas avoir du temps, mais aussi parce qu'on n'a pas faim. Oui. Et nous, on le tolère et chez l'enfant, on ne le tolère pas. Non, mais chez l'enfant, il y a plein de choses qu'on ne tolère pas. Mais il faut aussi se rappeler en tant que parent que quand tu fais à manger à ton enfant, c'est pas lui qui décide de ce qu'il va manger. D'accord? Alors, par exemple, je lui dis, chérie, j'ai fait des pâtes ce soir, ok? Il adore les farfales. Mais toi, tu as fait des pennes ce soir. Il arrive à table et il te dit, oh, j'aime pas les pennes. Et toi, tu lui dis, mais si, tu manges tes pennes parce que de toute façon, tu as déjà mangé les pennes et je sais que tu aimes. C'est juste qu'en fait, il n'a pas anticipé ce qui allait se passer. Et tu sais que les enfants, ils aiment bien quand même un peu anticiper. Donc, l'idée, c'est de leur dire, bah, là, je suis en train de faire cuire les pâtes, viens voir la forme qu'elles ont ce soir. Tu prépares ton enfant à quand il vient à table avec sa grosse faim et qui voulait absolument les pâtes papillons et qui se retrouve avec les pâtes tubes, il est déçu et donc il va pas vouloir manger. Ça, c'est des comportements OK. Et nous, ça peut le faire, tu sais, quand tu respires l'odeur de ce qui est en train de cuisiner, tu dis ça me fait penser à ça et t'arrives et c'est pas du tout ça. Et là, tu fais ah, bon. C'est pas du tout ce que j'avais envie. Donc, du coup, tu as moins d'appétence, tu as moins d'appétit. Alors, nous, avec notre cerveau d'adulte, on va pas se barrer de l'autre côté en disant « c'est pas bon, je vais me coucher » ou quoi que ce soit. Mais lui, avec son cerveau d'enfant, en fait, il peut pas gérer ce changement, tu vois, de ce qu'il avait imaginé et de ce qui est réellement son repas. Donc, on s'inquiète pas. Si un enfant mange moins à certains repas, etc., il n'y a pas de quoi s'inquiéter ou se dire « oh là là, il va tomber malade » ou « demain à l'école, il va être tout flagada ». Non, tu vois, il faut vraiment que ce soit des grosses restrictions qui vont durer sur plus de 15 jours, 3 semaines, avec des signes cliniques bien particuliers. Et puis, il faut avoir en tête qu'on a cette période de néophobie alimentaire, qui est une période qui est naturelle dans le développement. C'est pas une pathologie, parce que des fois, quand je vois mon fils ou mon enfant a une néophobie alimentaire, non, c'est pas une maladie, c'est un stade de développement qui est plutôt sain. Parce que autant l'enfant entre 6 et 12 mois, il va mettre à la bouche tout ce qui se mange et tout ce qui se mange pas. Et tu sais, c'est l'horreur pour les parents de les laisser au sol parce qu'ils vont tout ramasser. Autant à partir de 2 ans, quand l'enfant devient plus mobile, donc ça peut être même un peu avant, tu sais, qu'il commence à marcher, il ne doit plus mettre à la bouche ce qu'il ne reconnaît pas. Donc son cerveau switch ouais. Et il ne met plus à la bouche ce qu'il ne reconnaît pas. Et d'ailleurs, tu vois, quand on était homme préhistorique, ton petit homme qui était beaucoup plus mobile à 2 ans qu'à 6 mois, il devait pas aller chercher les petites baies rouges qui allaient le crever, tu vois. Ouais. Il devait dire ça, ce n'est pas une cerise. Je reconnais que c'est pas une cerise, donc je le mets pas dans la bouche, sinon il y aurait une extinction très rapidement de l'espèce. D'accord ? Donc le cerveau, il est fait pour nous garder en vie. Ça, faut bien l'avoir en tête. Ouais. Donc ton enfant qui ne reconnaît pas un aliment, il va se dire potentiellement, je vais crever les gars, je le mange pas. Et il y a plein de choses qui vont ressortir, comme par exemple, à partir de 2 ans, les aliments mélangés, c'est plus compliqué parce que j'arrive pas à les identifier.
Donc du coup, si je les identifie pas, ça peut être potentiellement mortel, donc je ne vais pas les manger. Donc tu dissocies les choses. Tu as aussi la couleur verte qui va être moins aimée. L'enfant est plus sujet à détecter l'amertume, parce que l'amertume, c'est plus bon, c'est passé. Donc tous nos choux, tous nos aliments verts, tu vois, ils vont prendre une claque à ce moment-là. Donc c'est normal. Donc c'est normal, on s'inquiète pas de cette période-là. Non. Elle est complètement normale. Elle dure combien de temps ? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que, en fait, ça dure jusqu'à ce que le cerveau soit mature. 25 ans ? Oui, à peu près. Alors, rassurez-vous, il y a quand même un pic entre 2 et 6 ans. Parce que vers 7 ans, l'enfant arrive dans l'âge un peu plus cognitif, où il arrive à catégoriser, il arrive à reconnaître plus. Donc, il va débloquer. Mais tu as vraiment ce pic entre 2 et 6 ans. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais nos goûts changent à l'âge adulte. D'accord ? Parce que le cerveau, en fait, il switch aussi et il est plus dans le mode survie de l'enfant où je dois plus tout mettre à la bouche et surtout me garder en vie. Donc maintenant qu'on a conscience de ça, de ces signaux qui nous alertent et de cette période-là, etc., moins de pression à table, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à table pour ne pas forcer l'enfant, pour ne pas utiliser de violence à table, mais que tout le monde mange et que ça se passe bien ? Alors déjà, j'aimerais vous dire à tous ceux qui écoutent que manger, c'est une triple, quadruple tâche. C'est-à-dire que l'enfant, il faut quand même avoir en tête que la maturation de la mastication, c'est entre 4 et 6 ans. D'accord ? Donc ça veut dire que tu as l'enfant qui galère à mâcher, c'est pas mature. D'accord ? La maturation des outils au niveau, tu vois, des cuillères, tout ça, c'est 7 ans. Donc il galère aussi avec ses mains. Le maintien postural, c'est 6 ans. Donc, il galère avec sa posture. Donc, comment tu veux qu'il soit sur tous les plans ? Donc, souvent, ce que je dis, c'est que quand vous voyez que l'enfant, c'est compliqué pour lui, ne pas hésiter à l'aider, même jusqu'à 7 ans. D'accord ? Aider en mettant... À l'aider en lui disant, est-ce que je peux t'aider à couper, à piquer, à donner à manger ? Est-ce que tu as besoin de moi, que je t'aide à manger ? Ou alors à faire, tu vois, ton enfant est fatigué, tu fais une texture plus simple, un aliment un peu doudou, tu vois. Toi, quand t'es malade, tu vas pas te dire, je vais me faire un plateau de fruits de mer avec le crabe que t'essayes de casser, tu vois, machin. T'as 42 fièvre, tu vois, t'as pas envie de te battre avec la pince. Donc, tu veux un truc très simple à manger. L'enfant, quand il est fatigué, il peut pas être en 12 000 tâches. Donc, il voudra aussi quelque chose de très simple. Et ça, c'est OK aussi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a tendance à dire non, mais tu cèdes à tous ces caprices. Si un soir, tu sens que le coquillette, c'est OK, parce que c'est plus simple pour lui, sors le coquillette et donne-lui des coquillettes sans te dire que, oh là là, je vais tout ruiner, tu vois. Ouais, et puis il vaut mieux sortir les coquillettes que de se retrouver à table et se mettre à crier, quoi. Parce que crier sur son enfant qui termine pas son assiette, c'est pas du tout OK. Oui, et puis il y a tous ces choses aussi où l'enfant, où les parents vont dire, tu sais, cette phrase, oui, mais il y a des gens qui meurent de faim. Non, mais à quel moment ça a un impact ? C'est-à-dire que si je te donne une sauterelle et que je te dis, non, mais il y a des gens qui meurent de faim, Marie, tu manges la sauterelle. Ou si je te dis, c'est bon pour la santé, tu sais, hein, c'est Esli. Ou si je te dis, c'est plein de protéines, c'est l'alimentation de demain, qu'est-ce que tu en as à carrer de ce que je suis en train de te dire ? C'est-à-dire que ça reste une sauterelle, ça reste pas bon à tes yeux. Par contre, si je le donne à quelqu'un qui a l'habitude de manger la sauterelle, il va me dire OK. Ouais. Donc, tout ça pour dire que des fois, nos représentations d'adultes, ça va juste culpabiliser l'enfant. Mais l'enfant, souvent, moi, mes enfants, une fois, elle m'a dit, quelqu'un lui avait dit ça, puis elle a dit, ouais, mais ça va rien changer si je mange, il a toujours faim. Je dis, bah oui, t'as raison. Parce que ils m'ont certainement entendu le dire. Mais en fait, c'est vrai. C'est pas parce que tu finis ton assiette que la faim dans le monde va s'arrêter. Donc, c'est des pensées magiques d'adultes qui n'ont pas de sens pour l'enfant et surtout qui, à part le culpabiliser et se forcer à manger pour éviter la faim dans le monde, tu vois, ça va pas marcher. Donc, c'est peut-être à l'adulte de faire des plus petites proportions pour moins jeter, faire moins de gaspillage. Exactement, ouais. Et puis proposer peut-être aussi. Et puis, est-ce qu'on propose à l'enfant comment tu as faim ? Est-ce que... C'est vrai. Mais oui. C'est-à-dire que, tu vois, je fais souvent la référence à... moi, j'ai mon mari qui est grand, qui a faim. S'il me sert une assiette, il me sert une assiette avec sa faim. D'accord ? Moi, si je lui sers une assiette, je lui sers une assiette avec ma faim. Donc, lui, il peut très bien me dire, non, mais mets-en moi encore. Et moi, je peux dire, mais c'est quoi cette assiette que tu m'as faite ? Donc, la question, c'est de faire venir l'enfant et de lui apprendre par des cuillères. Par exemple, la cuillère à soupe, c'est la faim de l'ours.
D'accord ? Tu as une grosse faim et la cuillère à dessert, c'est la faim du petit lapin où il a une toute petite faim. Et tu as le droit aussi d'être en colère et de ne pas avoir faim pour l'instant. Donc, lui apprendre, en fait, à gérer ça. Et puis, tu peux avoir grande faim de pâtes et petite faim d'haricots verts et puis moyenne faim de viande, tu vois. Enfin, et le lendemain, ça peut être le contraire. Je pense que c'est hyper important, et des fois, ils le font en self, tu vois, dans les crèches, de les accompagner sur ce choix-là, en leur laissant la possibilité de se servir, et aussi de leur dire, prends un petit peu, comme ça, tu pourras venir te resservir. Et tu sais, ils adorent le transvasement. Donc, en fait, tu vas t'appuyer sur quelque chose qui marche bien chez l'enfant pour venir, en fait, susciter effectivement son envie de redécouvrir derrière. Tu me fais penser à un truc, mais c'est vrai qu'en France, on sert des assiettes déjà remplies, alors je me dis que moi, à table, ce que je pourrais faire, c'est poser sur la table et que mes enfants se servent en fonction de leur faim. Ouais. Ce qui marche hyper bien pour nos petits mangeurs, pour les néophobes, et quand ton enfant a une phase de difficulté alimentaire, tu mets tout sur la table de façon dissociée et tu mets des cuillères, et comme un self, tu vois, à la maison, et ils se servent. Et après, si tu as un enfant qui restreint plus, tu peux très bien lui dire la mini... Tu sais, tu as les mini cuillères à moka, là, en café, les toutes petites. Lui dire, ça, c'est l'aliment qui te fait peur, un tout petit peu, d'accord ? Ça, c'est l'aliment que tu veux le moins possible, et c'est la cuillère de l'aliment qui est plus compliqué pour toi, et t'en mets un tout petit peu. Et rien qu'il est dans l'assiette, c'est déjà une réussite. Oui, parce qu'on force pas à manger cet aliment-là, mais déjà qu'il l'ait approché. Exactement. Son cerveau commence à le connaître, etc. Et progressivement, ça évoluera. Oui, totalement. Est-ce qu'il y a d'autres violences dont on n'a pas parlé, des réflexions, des choses qu'on peut dire sans s'en rendre compte en tant que parent qui impactent ? Alors, il y a le fait que je trouve assez grave, c'est de faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre, et notamment plaisir à l'adulte. Je vais peut-être aller un peu loin, mais pour moi, ça peut aller loin, ces choses-là. Je sais. C'est-à-dire que l'enfant ne s'écoute plus et accepte de faire quelque chose pour faire plaisir à l'adulte, c'est la porte ouverte à plein de déviances sexuelles, et que l'enfant ne saura pas dire non. C'est-à-dire que si je te dis j'ai plus faim, moi en tant qu'enfant, tu dois respecter ce que mon corps me dit et ma limite à moi, et tu vois, de limite de bien respecter, et que tu n'as pas de chantage affectif à faire ou de pression à me faire pour que je n'écoute plus mon corps et que je réponde à cette pression. Sous couvert d'être en bonne santé parce que je dois manger correctement, sous couvert que je terme pour d'autres violences. Donc, ça va peut-être loin, et des fois on me dit « Marie, tu vas un peu trop loin », mais moi je pense pas que je vais trop loin. Non. Et je pense que vraiment, respecter le non de l'enfant, le détournement de tête, le repli, c'est hyper important pour qu'ils comprennent que quand ils le disent, l'adulte va respecter et va pas utiliser des subterfuges pour le faire plier, entre guillemets. Il y a d'autres violences qu'on oublie aussi quand on pense aux violences faites à table. Alors oui, déjà il y a cette image de garçon ou fille. C'est-à-dire que très rapidement, un petit garçon qui mange bien, on va plutôt avoir tendance à lui dire « Ah, tu seras costaud, il sera beau gaillard, tu vois ». Une fille qui a un bon coup de fourchette, eh bien là, on va tout de suite te dire « Faudrait faire attention à l'adolescent, je pense ». Tu vois, donc on est en train de catégoriser, de sexualiser aussi le repas sur le fait que le garçon a le droit de plus manger qu'une fille, et qu'une fille aura peut-être tendance à avoir honte de prendre une belle assiette parce que elle a entendu des choses. Ensuite, il y a, tu sais, cette histoire de bon ou de mauvais aliments. On aime de plus en plus dire, et notamment, je pense que les diététiciens sont d'accord, qu'il n'y a pas de mauvais aliments. Et que tous ces régimes restrictifs où tu enlèves des choses, où tu te prives, eh bien, ça va entraîner justement le fait que je vais aller vers ces aliments quand je vais avoir disposé ces aliments. Et il y a eu beaucoup avec les enfants, le no sucre, le 0, 0, 0. Personnellement, je ne suis pas pour le 0. C'est-à-dire que on peut apprendre à justement manger des aliments, on va dire, un peu plus cracra avec parcimonie, et apprendre justement à l'enfant cette assiette sans le culpabiliser sur ce qu'il mange. C'est-à-dire que, s'il mange ça, il sera gros, ou attention, tu vas grossir, ou attention, tu seras en mauvaise santé, ou c'est pas bon pour ta santé. Ou là, on est en train encore d'associer des aliments à une problématique qui va rester. Ça résonne en nous. C'est-à-dire que là, toutes ces phrases que je vous dis, certainement que vous les avez entendues. Et que du coup, quand vous mangez quelque chose, vous pouvez culpabiliser, et que ça peut amener sur des troubles du comportement alimentaire face à certains aliments. C'est-à-dire que
tous les aliments sont bons, mais ça dépend de comment justement on va les manger et quelle émotion on a déclenché avec. Et j'aimerais rajouter aussi que l'alimentation change encore à l'adolescence, comme le sommeil. Et que c'est pas anormal que l'enfant à l'adolescence, tu sais, on dit souvent « Ah, ces ados, ils mangent toujours cracra ». Mais en fait, il y a un vrai besoin de nutriments qui changent à l'adolescence. Et donc, éviter les phrases, comme tu disais, qui vont être très culpabilisantes pour l'adolescente, notamment, je pense, pour les filles. Et c'est la même chose dans le sommeil, c'est-à-dire qu'on sait que le sommeil des adolescents est différent, et leur dire de la même façon, t'es un fainéant, t'as vu à quelle heure tu te lèves, tout ça. On est en train de coller des étiquettes à nos enfants. Et j'aimerais aussi dire que c'est valable pour le petit mangeur. On le dit là, tu manges trop, mais le petit mangeur, c'est un petit moineau celui-là. Il n'a jamais mangé beaucoup, de toute façon il mange jamais beaucoup, il finissait jamais ses assiettes, tu vois. Et on est en train de te créer une étiquette aussi de petit moineau, de petit mangeur qui peut te suivre en fait toute ta vie. Toute ta vie. Ouais. Je pense comme ça au dessert. Le dessert, je pense que c'est la violence dite éducative ordinaire à table qui arrive le plus fréquemment, non ? Oui. Finis ça et t'auras ton dessert. Ouais. Et alors, c'est une aberration parce que j'étais comme ça je crois que j'étais dans une PMI, je formais les professionnels de la PMI et puis on avait ce débat parce que moi, j'aime bien tout mettre à l'enfant, de l'entrée au dessert sur son plateau. Et la personne me disait, mais on va quand même pas donner le dessert en premier, tu vois. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que vous donnez comme dessert à vos enfants, tu vois. Elle me dit yaourt, compote. Mais je lui dis, c'est quoi qui est plus mauvais dans le yaourt ou la compote que la purée de courgettes, en fait ? C'est-à-dire que c'est un nutriment intéressant comme tous les autres nutriments. Donc, pourquoi vous en faites des caisses sur le dessert ? Et notamment, tu sais, dans les crèches, ils leur donnent pas des profiteroles en dessert, tu vois. C'est quand même des choses assez saines, tu vois. Donc, je dis, pourquoi vous en faites des caisses sur les desserts ? Alors qu'en gros, il n'y a pas à en faire des caisses. C'est un nutriment parmi tant d'autres. Et après, la problématique du dessert, c'est qu'effectivement, si tu manges des profiteroles tous les jours, c'est compliqué, d'accord, à chaque repas. Mais dans les cantines et dans les crèches, si on a quelque chose d'équilibré et un dessert, je ne vois pas pourquoi on devrait le mettre sur un piédestal, tu vois. Et ça crée aussi cette alimentation émotionnelle. C'est-à-dire que si tu mets le sucre comme un renforçateur, comme une récompense à la fin. Comme une récompense à la fin. C'est-à-dire que ce moment de plaisir sucré, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? C'est que tu vas aller le rechercher au niveau de ton comportement alimentaire. Et donc, tu vas effectivement multiplier ces plaisirs sucrés pour te récompenser, pour te remercier, tu vas rentrer dans ce système de récompense avec le sucre. Alors que, c'est ce que je dis, un yaourt, une compote, un fruit, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de plus-value, de moins-value à commencer ou à finir par ça. C'est-à-dire que si on donne un yaourt en premier à l'enfant et si vous commencez son repas avec un yaourt, je sais pas, à la fraise ou quoi, ça va pas couper son appétit. Je suis même en train de me dire que même moi, je pense dans ma tête que si elle commence par son petit suisse à la fraise en premier, elles vont pas manger derrière les pâtes avec les légumes, etc. Alors ça, c'est une croyance qu'on a. Mais tu vois, il y a un adage qui est vrai, c'est que l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que toi, si je te mets dans ton plateau un aliment que tu adores et, je ne sais pas si tu as un aliment détesté, mais un aliment détesté. Si je te fais commencer par ton aliment détesté, ta faim, elle augmente ou elle diminue ? Non, elle fuit, elle a envie de plus passer à table du tout. Voilà, donc tu vas fuir, ça va t'écœurer, donc tu vas t'arrêter. Si je te fais commencer par ton aliment plaisir, ton aliment que tu aimes bien, tu vas avoir tendance à aller vers les autres aliments derrière parce que, effectivement, ça t'a ouvert la faim. Et c'est hyper important, justement, de l'ouvrir comme ça, cette faim. Et au niveau des crèches, ce qu'on a observé, parce qu'il y avait eu toutes les crèches de Bourgogne-Franche-Comté qui avaient mis en place les plateaux repas où on mettait tout. Ce qu'on observait, c'est qu'à 99%, ils commençaient tous par le petit yaourt ou la petite compote, tous. Mais par contre, après, ils switchaient. Donc, ils allaient chercher la semoule, ils prenaient l'haricot, ils le trempaient dans le yaourt. Enfin, ils essayaient plein de choses. Pareil, il n'y avait pas de entrée, plat, dessert. Ça, c'est très culturel aussi. C'est-à-dire que je me suis fait la réflexion une fois où j'étais en Suisse, et j'adore aller en Suisse parce qu'il y a plein de restaurants de différentes cultures. Donc, c'était un restaurant où j'avais un plateau où j'avais tout dessus. Et comme je n'arrivais pas à identifier les aliments, je ne savais pas si c'était sucré, salé. Donc, je picorais. D'accord. Et eux, ils mettent tout sur le plateau. Donc, tout ça pour dire que cet enchaînement d'entrée, plat, dessert, c'est très culturel. Mais dans plein d'autres cultures, en fait, c'est pas un souci de commencer par du sucré, de partir sur du salé. Et c'est juste éducationnel français de faire comme ça.
Comment on fait du coup pour rester dans quelque chose qui est la norme, avec des grands-parents qui ont des attentes, etc. En sachant tout ça, comment on garde un cadre un peu à table sans faire de violence? Alors la question c'est, pour qui tu gardes le cadre ? Si c'est pour les autres, c'est pas la peine. Fais voler le cadre. Voilà. C'est-à-dire que si tu gardes un cadre pour le jugement des autres, le travail à faire sur toi, c'est par rapport au jugement des autres. C'est pas le cadre qui est le problème. Donc, le cadre, c'est qu'effectivement, l'enfant ne doit pas s'étouffer à table. Donc, on ne marche pas en mangeant. Ça, c'est de la sécurité. Et qu'après, tout ce qui est social et culturel va se construire avec les compétences de l'enfant. Mais avant 7 ans, il sera compliqué pour l'enfant de répondre à une norme culturelle. Et c'est ce que je dis, manger assis, manger debout, manger avec les mains, manger avec des baguettes, manger avec des fourchettes, c'est quelque chose de culturel. Tu n'es pas moins bien élevé parce que tu manges à la main, tu n'es pas moins bien élevé parce que tu manges au sol. Donc il faut s'enlever ça de la tête et surtout arrêter de vouloir faire grandir nos enfants au-delà de leurs compétences à l'âge qu'ils ont. Quand je vois, par exemple, dans les crèches où j'entends non, mais il faut qu'ils utilisent la cuillère, j'ai envie de dire non, mais je vais te donner des baguettes et je vais te demander de manger et tu vas voir si ça te fait plaisir. Enfin, je prends souvent cet exemple des baguettes parce que si t'es pas à l'aise avec les baguettes, qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment avec ton riz là ? Tu dis filez-moi une cuillère. Parce qu'en fait, t'es pas à l'aise. Si t'es à l'aise avec les baguettes, tu vas prendre beaucoup de plaisir à manger ton riz. Mais si t'es pas à l'aise, ça peut être plus compliqué pour toi et tu prendras beaucoup moins de plaisir parce que t'es dans la tâche motrice. Tu le disais, t'en parlais de rester à table. On a une conscience que nos enfants peuvent autant rester longuement à table que nous. Non. On parle un peu de 5 minutes par année de vie au niveau de la posture. Ok, donc à 1 an, ils peuvent rester 5 minutes à table. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'après, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de stimuler, ils ont besoin de changer de position d'un point de vue cognitif, d'un point de vue moteur. Ils sont pas encore matures. C'est pas des mini-adultes. Hein. Ils n'ont pas toutes nos capacités. Et le repas d'un enfant, c'est 20 minutes maximum. D'accord ? Au-delà de 20 minutes, on sort l'enfant de table. Alors, sauf si tu as des enfants qui aiment prendre leur temps aussi. Oui, il y a des enfants qui sont plus lents, on qui s'adapte, font leur petit temps, etc. Ouais. On s'adapte. Mais en règle générale, si l'enfant, tu vois qu'il a fini au bout de 15 minutes, il n'est pas dans cet aspect social du repas. Nous, d'ailleurs, pourquoi on reste longtemps à table ? Et moi, je ne supporte pas, donc voilà. Ne me pose pas la question à vous. Mais souvent, quand je dis, mais vous restez combien ? Quand tu manges tout seul, tu manges en combien de temps ? Toute seule, je te parle vraiment face à ton assiette. Ouais, pas avec un écran. Non, pas avec un écran ni une série, mais face à ton assiette, souvent en 10 minutes, c'est plié, quoi. Ouais. T'as fini de manger. Donc, c'est pas anormal que ton enfant qui n'a aucun intérêt à parler avec les adultes, à en faire un moment social du repas, qu'au bout de 15 minutes, il demande à sortir de table et à descendre. Ma foi, si toi, tu veux rester et continuer à papoter avec les adultes, fais-le, mais tu peux pas imposer à un enfant d'avoir ces mêmes attentes sociales du repas qu'il peut pas avoir. Lui, il veut aller jouer. Hein. Il a autre chose à faire dans sa vie. C'est son travail. C'est son travail. Ouais, c'est son travail. Puis je pense que si on veut rattraper du temps, parce que souvent les parents ils rentrent du boulot et le repas, c'est le moment où on pose plein de questions à l'enfant, où on discute, où on tisse sa relation. Peut-être qu'il y a d'autres moments. Il y a le bain, la douche, le brossage de dents, d'autres activités où on peut être ensemble et discuter. Ouais, c'est pas forcément. Il faut pas voir le repas comme. Je vais mettre des pincettes dans le dire pour pas que vous ayez les poils qui s'érissent comme ça, mais c'est pas forcément le repas, le moment familial, d'échange. Tu sais, ça c'est très éducationnel où il y avait le patriarche, le machin, et on racontait nos journées, tout ça. Le repas, ça peut être juste pour nos enfants. Il y en a qui peuvent aimer, des enfants qui s'intègrent là-dedans, parfait. Mais si tu vois que ton enfant c'est juste le moment où il mange et après il veut faire autre chose, eh ben trouve un autre temps de qualité d'échange. Qui peut être la cuisine, qui peut être en famille, qui peut être ou en individuel, c'est pas forcément. Mais le repas n'est pas forcément un moment social. C'est important qu'il y ait un adulte d'un point de vue de sécurité, oui. C'est-à-dire que s'il y a une fausse route ou s'il y a un étouffement, l'adulte doit être là. Donc il faut un adulte, mais c'est peut-être un moment où l'enfant a besoin de silence pour se concentrer, notamment s'il a des difficultés alimentaires, d'aide. Avant tout, de miroir, c'est-à-dire que amuse-toi à mâcher la bouche ouverte, à faire le plus de bruit, ça c'est intéressant pour l'enfant, mais le côté social, échange, pas sûr que ça intéresse tous les enfants. Et puis le jeu, on peut ramener du jeu et du fun, c'est ce que tu partages sur les réseaux, ramener du jeu, du fun à table pour que ça soit agréable et joyeux. Souvent ce que je dis, c'est que je suis très étonnée de, tu sais, on baigne son enfant, on joue. Tu changes ton enfant, tu joues.
tu habilles ton enfant, tu joues. Et quand arrive le moment du repas, tu deviens, ne te salis pas, tiens-toi bien, mange avec tes couverts, pas avec tes mains, pas trop vite, assez vite. Et j'avais lu une étude qui était horrible, c'était on donne 48 consignes en moyenne au moment du repas à un enfant. Tu vois. Et donc, avec une orthophoniste que j'adore, on allait manger au resto et je lui dis, vas-y, tourne l'assiette, amène la cuillère, tout ça. Et c'était insupportable. C'est-à-dire que j'avais juste envie de l'étrangler, tu vois, tellement elle me tournait l'assiette. Je voulais commencer par la purée, elle me donnait le poisson, tu vois. Enfin, en fait, elle faisait plein de choses qu'on fait aux enfants. Et t'as juste envie de devenir très agressive. Donc, que l'enfant se mette en colère ou fuit ces 48 consignes, je comprends. Parce qu'en fait, quand tu regardes et quand tu t'interroges, des fois, tu te dis beaucoup trop de choses au moment du repas. Qu'est-ce qu'on répond à l'entourage quand on va chez mamie et que à table c'est la vieille école? Déjà qu'elle a fait ce qu'elle voulait avec ses enfants et que du coup c'est pas les siens. Et après je pense qu'il faut, moi j'aime bien parler aux enfants quand c'est comme ça parce que je pense que l'adulte référent doit redonner le cadre. On n'en a rien à faire du jugement des autres, c'est-à-dire ce que pensent les autres de ce qu'on fait. Par contre il est important que l'enfant comprenne que c'est pas parce qu'il change d'environnement qu'il y a des droits qui changent sur lui. Parce que ça voudrait dire qu'en gros, quand je vais chez quelqu'un, il a le droit de me faire faire des choses que j'ai pas envie de faire et c'est cautionné par mes parents. Tu vois ? Souvent, des fois, les grands-parents te disent chez moi, je fais comme je veux. Non. En fait, les droits des enfants restent les mêmes. Exactement. C'est-à-dire que le droit des enfants, même si on change d'environnement, c'est le même. Et tu vois, et c'est ce que je dis aussi à ma fille à la cantine, c'est-à-dire que s'il y en a un qui t'oblige à goûter, tu lui dis que tu as le droit de ne pas goûter, que tu as le droit de ne pas finir ton assiette et que s'il y a un problème, c'est à l'adulte qui vienne se référer, c'est pas à l'enfant. Et du coup, j'ai fait un mail il n'y a pas longtemps. Oui, donc on peut faire ça aussi, c'est prévenir la famille. Voilà, on a pris conscience de certaines choses, la société a évolué, les droits des enfants sont de mieux en mieux respectés, c'est pas parfait. Hein. Et dire, comment ça se passe et ce qu'on veut qu'il soit respecté. En fait, moi, souvent, je dis que Alors après, c'est intéressant que l'enfant voit autre chose. Parce que du coup, ça lui permet aussi de s'adapter et de voir d'autres choses. Par exemple, moi, j'ai souvent tendance à mettre tout sur la table. Et quand on voit ailleurs, il y a entrée, plat, dessert. Très bien, on apprend à s'adapter. Mais si c'est trop compliqué pour l'enfant, moi, par exemple, on va prendre l'entrée. Je peux descendre de table. Oui, tu peux descendre parce qu'en fait, c'est interminable le truc. Il revient pour le plat. Oui, tu peux descendre de table. Il repart. Et en fait, c'est pas un problème. D'accord ? Et je pense qu'avant tout, il faut se couper du jugement et de l'impact que ça a sur toi. Je dis souvent, mettez-vous dans votre bulle. Et moi, je vais m'adresser à l'enfant. C'est-à-dire que si mon enfant dit « j'ai plus faim » et que j'entends derrière « non, mais il faut manger, ça va faire plaisir, machin mamie, », je répète à haute voix « si tu n'as plus faim, tu as le droit de ne pas manger et tu ne te forces pas ». Voilà, je redonne un cadre pour que l'enfant comprenne que moi, l'adulte de référence, je suis OK avec ça. Et s'il a dit une fois qu'il avait plus faim, on respecte ce qu'il a dit et on écoute et on respecte sa limite à lui. Et c'est hyper important de leur apprendre ça dans une société qui pousse beaucoup à ce qu'on ne respecte pas le nom de l'enfant. Oui. Pour pas que ça devienne des enfants ou des adultes qui disent oui pour faire plaisir à l'autre sans s'écouter finalement. Exactement. C'est-à-dire que c'est important qu'on leur apprenne que leurs choix, leurs limites, elles sont importantes, autant importantes que celles de l'adulte, et qu'ils n'ont pas à obéir à l'adulte, ce qui fait, on l'a dit, des dérives qui peuvent être dramatiques. Pour les parents qui nous écoutent et qui prennent conscience qu'ils ont fait des violences dites éducatives ordinaires à table, qui percutent tout ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire et quels conseils tu peux aussi leur donner ? Alors, c'est pas de votre faute. Parce que souvent, nous, en tant que professionnels de santé, on a été très mauvais. C'est ce que je dis. C'est qu'on vous a donné aucun autre outil. Et que quand vous en arrivez à faire ça, souvent, c'est que vous étiez face à des difficultés et que personne n'a pu vous aider ou a pu vous donner des outils pour réagir autrement. Et toutes ces violences éducatives qu'on va faire à table, ça remet aussi beaucoup en cause ce qu'on nous a fait. Et ça, on n'est pas toujours prêt à, dire mes parents étaient géniaux, machin. Quel adulte, c'est dur pour l'adulte de remettre en cause l'éducation qu'il a eue en disant ce que tu as fait, c'était pas si chouette que ça. T'es pas un parent incroyable. Je peux te pardonner, mais il y a des choses qui n'étaient pas OK.
C'est pas pour autant que tu dois exploser toute la cellule familiale, mais donner toi. Donc, ça réveille beaucoup de choses. Ouais. Donc, il faut accepter de les réveiller des fois, ces choses-là, pour pas les reproduire après. Donc, en avoir conscience. Et je pense que certainement, et j'espère, ce podcast peut nous faire prendre conscience en tant qu'adultes de ce qu'on peut faire avec l'enfant. Et que l'objectif est pas de faire goûter à l'enfant. C'est-à-dire que, tu sais, on a tendance à être catégorisé bon parent quand ton enfant mange bien. Oh, il mange de tout, tu l'as bien éduqué, tu vois. Alors que pas du tout, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Tu n'es pas un meilleur parent parce que ton enfant mange mieux. Donc, se dire juste, si j'ai besoin d'outils, tu vois, qu'il y ait un trouble de l'alimentation ou qu'il n'y ait pas de trouble de l'alimentation, tu peux consulter. Tu peux te faire aider si tu manques d'outils, si tu manques de moyens en fait pour sortir de ce schéma-là, que c'est pas du tout une honte et que tu trouveras. Enfin, moi vraiment quand je consulte, je ne veux absolument pas culpabiliser le parent. Je suis là pour l'écouter et pour l'aider. Donc, il n'y a pas de jugement. Souvent, je dis, en tant que professionnel de santé, il faut faire une place sécure de nos jugements. C'est-à-dire que moi, je laisse à la porte tous mes jugements et je ne suis pas là pour juger ce que fait le parent, mais pour l'accompagner à faire autrement dans son quotidien. Et d'avoir en tête qu'il y a des moments chouettes, des moments moins chouettes à table, mais que c'est comme ça et que le principal, c'est de garder le plaisir alimentaire, la découverte, et que si l'enfant veut partir, revenir, c'est OK aussi pour nous. Donc, se détacher aussi beaucoup, beaucoup du jugement des autres. Et ça, c'est un gros travail d'adulte d'aujourd'hui à faire, qu'on fait tous, parce qu'on a beaucoup fait des choses pour être aimés. Et donc, il faut apprendre à faire des choses pour nous et maintenant pour nos enfants aussi, pour qu'ils soient des adultes en fait, qui vont s'écouter eux et se respecter aussi. Quand je suis à table et que je vois que c'est compliqué, que je sens un peu monter, moi, la tension chez moi, j'essaye de me dire, traduis ça en jeu. Au lieu d'utiliser la voix, la force, la domination, fais du jeu, crée du fun à table et tu verras que ça va débloquer la situation. Au pire, elle mange pas, c'est pas grave, mais ça rajoute du fun et c'est le langage de l'enfant, le jeu finalement. L'enfant apprend par le jeu, on le sait. Et nous, en ergothérapie, toutes les rééducations, on est dans le jeu, on est dans l'activité. Donc, on va utiliser ça pour faire que l'enfant développe ses capacités. Donc, quand c'est compliqué, le jeu a un pouvoir extraordinaire. Après, j'entends que des fois, tu n'as pas l'énergie. Oui. Parce que ça demande une énergie qui est dingue. Et on a le droit de ne pas avoir l'énergie. Mais tu l'as dit, on sort les coquillettes. On sort les coquillettes, on sort c'est pas grave, on sort le pain et le fromage. Et surtout, tu vois, ce que je dis souvent, c'est que tu déroules ton repas. Et l'enfant, s'il mange que du pain et du fromage et un yaourt, pas grave. Voilà, c'est comme ça. Et il va pas manger toute sa vie que du pain et du fromage. Donc, déroulez votre repas. Ne pas hiérarchiser les aliments, comme on l'a dit, tu vois, de renforcer avec certains aliments ou de punir avec d'autres. Mais vraiment de laisser dérouler le repas et de se dire que mon enfant va bien. Et que c'est juste un moment, une journée, 2 journées, 3 journées, et qu'il va rééquilibrer tout ça, et je lui fais confiance. La confiance, on termine sur la confiance. Un grand merci à toi, Marie, pour tout ça. Avec grand plaisir. Mage Podcast, mise à jour.